Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette Voix est libre exceptionnelle. Les 6 et 13 décembre prochains, nous sommes invités à participer à un scrutin inédit en France. Nous voterons pour élire la nouvelle Assemblée régionale, une assemblée qui présidera aux destinées de la nouvelle grande région issue du mariage de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. France 3 Limousin se mobilise pour ce scrutin, notamment en vous proposant 3 débats, un pour chaque département de notre région, débats réunissant les principales têtes de liste et chefs de file des partis en compétition. À l'heure où nous enregistrons, tout n'est pas encore arrêté dans les états-majors. Aujourd'hui, c'est la Creuse qui nous intéresse. La Creuse, le plus petit département de cette grande région avec ses 120 000 habitants qui se demandent aujourd'hui ce qu'ils vont bien pouvoir peser demain dans ce géant, ce mastodonte de 5,7 millions d'habitants, autant que le Danemark. C'est pour répondre à cette interrogation, entre autres, que vous êtes réunis aujourd'hui. Éric Correa, tête de liste du Parti socialiste creusois. Bonjour, merci d'être là. Cyril Victor, tête de liste Les Républicains en Creuse. Bonjour. Bonjour. Martial Môme, tête de liste pour le Front National. Bonjour. Et Laurence Pache, tête de liste du Front de Gauche. Bonjour. Merci à tous. Je le rappelle encore, au moment où nous enregistrons ce débat, toutes les listes ne sont pas encore connues ou définitivement constituées. Cette émission, nous la réalisons en collaboration avec notre partenaire France Bleu. À la fin de cette émission, Valérie Monnier. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous nous rejoindrez pour nous livrer ce que vous avez retenu des échanges de nos invités. On commence avec une question cruciale. C'est la question de la représentativité. Comment ce petit département, la Creuse, qui aura 4 élus seulement, comment ce département pourra se faire entendre dans une assemblée qui en comptera 183 des élus? Éric Correa, vous croyez à la représentativité des Creusois dans la future assemblée? Vous savez, ce dont je suis persuadé, que ce n'est pas une question de taille. Pour moi, c'est plus une question d'envie, d'énergie et de volonté pour notre territoire. Moi, je suis contre l'immobilisme et le pessimisme ambiant, ça suffit. Je ne vis pas dans la peur. Je ne pratique pas non plus ce discours de peur, de défiance, d'exclusion, de division, ce discours de haine. Je ne vis pas non plus en regardant dans mon rétroviseur, on avance. Et nous, avec mes colistiers, nous considérons qu'effectivement, nous avons plus à y gagner qu'à y perdre. Pour nous, c'est une chance et nous voulons la saisir et nous allons la saisir. Cyril Victor, vous partagez le point de vue, l'optimisme d'Éric Correa? Il y a plus à gagner qu'à perdre avec 4 élus seulement? Tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'en fait, je suis tête de liste Les Républicains, mais je suis tête de liste des droites et des centres. Et la liste est ouverte à ce L'union est faite à droite. Tout à fait. C'est quelque chose qui mérite d'être signalé. UDI, Modem et la société civile. Alors, sur le poids de ces 4 élus creusois dans la nouvelle Assemblée? Je dirais qu'en fait, on n'est pas sur... c'est pas le nombre d'élus qui définit forcément la qualité et ce qu'on peut faire redescendre ou faire remonter, puisqu'il va falloir porter la voix de la Creuse à Bordeaux. Je crois que je dis assez souvent que la Creuse, c'est le petit poussé de cette région. Mais souvent présenté comme le parent pauvre. Le parent pauvre, mais le petit poussé, souvenons-nous de l'histoire. Et à la fin, je crois que la morale explique bien quand même que c'est finalement celui qui a montré le chemin. Et je crois que c'est un enseignement à avoir. Il faut être positif. Donc vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Martial Môme, vous partagez l'optimisme? Non, absolument pas. Absolument pas. Déjà, on était contre cette réforme, une réforme absurde et faite dans la précipitation, comme à peu près toutes les réformes qu'ont fait les socialistes depuis qu'ils sont au pouvoir. Cette grande région, c'est le modèle des Länder allemands, c'est le modèle dicté par l'Union européenne, c'est encore la dictature européenne qui s'impose à la France. Après, bon, la voie de la Creuse, malheureusement, la proportion est suivant le nombre d'habitants, donc on représente à peine 3% de la population, on aura à peine 3% des élus, donc il faudra des élus effectivement très motivés. Et moi, si je suis élu, j'irai à l'écoute de tous les maires des communes rurales qui auront des projets, et je serai là pour les soutenir. Vous irez avec un discours constructif ou avec l'idée de détruire de l'intérieur la nouvelle institution? Vous pensez à l'Europe, ce qu'on fait au niveau de l'Europe? Non, pas du tout. C'est-à-dire que vous aurez un regard critique? Oui, mais il faudra défendre notre département. C'est-à-dire que je défendrai la Creuse, je défendrai les communes rurales, en particulier de Creuse, si je suis élu. Laurence Pache, est-ce que les élus creusois arriveront à se faire entendre au milieu de l'Assemblée? Alors, bon, moi, je ne partage pas cet assaut d'optimisme et ces sentiments certes louables, mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est cette loi.
En réalité, ce à quoi on assiste, c'est un éloignement tout simplement des lieux de décision par rapport aux citoyens. C'est le cas, y compris en ce qui concerne la refonte de la carte des intercommunalités qui est en train d'être discutée en ce moment au niveau de nos départements. Et c'est aussi le cas, voilà, c'est cela. Et c'est également le cas au niveau de l'ensemble régional. D'autant plus que... Vous ne voyez pas qu'il y aura une solidarité entre les territoires et que... Mais la question ne se pose pas en ces termes. C'est le projet de loi lui-même qui, pour des raisons de constitution de régions dans un cadre de concurrence et de compétition entre les territoires, en réalité va, de par le principe même de la loi, concentrer un maximum d'interventions publiques et de subventions sur les pôles métropolitains. C'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans la loi. Et donc il y a une logique, c'est pas simplement une question de se faire entendre, d'être suffisamment exigeant, d'être fort et de revendiquer. C'est pas que ça. C'est la philosophie même de cette loi qui est en cause et qui éloigne complètement les lieux de décision. Donc ça, moi je trouve que ça pose un énorme problème. Et quand on voit que pas simplement la Creuse, mais l'ensemble du Limousin va peser moins que le département de la Gironde, ça pose quand même un problème. Il ne s'agit pas là de décentralisation, il s'agit au contraire de recentralisation. Et j'appelle nos concitoyens à suivre ça de très près, parce que derrière la réforme des régions, c'est également la réforme de l'État, la suppression de services qui sont liés à l'État et qui étaient auparavant au plus proche de nos territoires, comme l'ARS, comme la DRAF, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des éloignements encore plus de services publics qui vont avoir lieu. Éric Correa, le siphonnage par l'Aquitaine, par Bordeaux, des forces vives du Limousin, des forces vives creusoises, qu'est-ce qui nous en protège aujourd'hui ? C'est toujours un risque possible, et bien évidemment notre rôle est d'y veiller, mais je ne partage pas du tout ce sentiment d'éloignement. Aujourd'hui, quel citoyen se rend dans son hôtel de région ? Personne n'y va. Ce sont les élus qui y vont. Parfois pour défendre leur dossier. Je parle bien de l'éloignement et de ce que Mme Page vient de dire par rapport à la proximité. Aujourd'hui, aucun citoyen ne va à sa région pour un certain nombre de services. Ce sont les élus qui y vont effectivement défendre des projets, parfois des chefs d'entreprise également. Alors que ce soit à Limoges ou demain à Bordeaux, sur la vie quotidienne du citoyen, parce que la région est présente tous les jours dans la vie des citoyens. Et il faudra qu'on l'explique. Et cette émission est là aussi pour ça, à un moment donné, de faire de la pédagogie. Et donc, pour le citoyen, cela ne va rien changer. Par contre, effectivement, les élus auront à travailler autrement parce que ce sont principalement les élus qui vont à la région. Donc, il faudra travailler avec les présidents de PCI, avec les maires, dont les maires resteront l'échelon de proximité pour les citoyens. Il faudra travailler inévitablement différemment. Après, par rapport aux services, nous avons déjà vu, la DRAF a été maintenue effectivement à Limoges, et ça c'est une bonne nouvelle, en totalité. Oui. Ça a été annoncé en totalité. Elle sera maintenue. Après, les grandes directions régionales seront effectivement maintenues à Poitiers, il y en aura quelques-unes, il y en aura aussi à Bordeaux. Par contre, le fonctionnement, et ce que nous demandons, c'est qu'on renforce aussi, au niveau de l'État, les départements. Donc Alain Rousset ne peut pas être un fervent décentralisateur à Paris et un centralisateur à Bordeaux. Il s'y est engagé, et là-dessus, il n'y aura pas de problème. Cyril Victor, c'est le reproche que la liste Les Républicains, Virginie Calmels, font à Alain Rousset. C'est justement de ne pas suffisamment être un décentralisateur. Je crois que ce reproche lui est fait de manière récurrente. Il n'est pas simplement fait par la liste que je représente, il est fait par d'autres formations politiques, d'après ce que j'ai pu lire et entendre. Effectivement, on peut effectivement penser qu'Alain Rousset est un centralisateur et s'inquiète. À l'opposé, Virginie Calmels, qui a un profil complètement différent, qui vient du monde de l'entreprise, dans sa façon, dans le projet que nous allons présenter très prochainement, affiche déjà un grand respect des territoires avec, si vous voulez, sur ces 12 départements, un engagement d'une représentativité dans l'exécutif quand demain nous allons remporter cette victoire, nous allons remporter cette grande région. Mais concrètement, Cyril Victor, quelle opportunité la Creuse peut-elle avoir dans la future grande région ? Est-ce que c'est le fait d'être le petit poussé, le plus fragile de cette nouvelle grande famille qui finalement protégera ce territoire ? Quand je parle de ce point, de la place de la Creuse, il y a effectivement, donc on dit que sur l'exécutif, chaque département sera représenté. C'est quelque chose qui est important, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, c'est que dans un budget aggloméré à l'échelle de cette grande région, on est sur des montants extrêmement importants, sur approximativement 2,8 milliards millions. Voilà, ouais. Eh bien, dans les éléments que l'on souhaite développer, il y a notamment, quand je dis donner la parole au territoire, c'est mettre en place des contrats de développement avec ces interlocuteurs de demain, puisqu'il y a la réforme actuellement donc,
en cours ce dessin des nouvelles cartes intercommunales, et je crois que ce sera l'interlocuteur demain, et qu'en termes de péréquation, il y a davantage à faire. Donner la parole aux acteurs, parce que je pense, et je le dis et je le redis, il faut absolument que ce soit eux qui définissent leurs priorités. On ne peut pas avoir des schémas descendants nous expliquant qu'on peut rentrer dans tel ou tel interstice. Il faut absolument que les territoires, les Comcom, décident, identifient et proposent. Ensuite, ces contrats de développement doivent permettre aux acteurs locaux, aux élus locaux, de mettre en œuvre sur leur territoire. Martial Môme, sur la question de l'éloignement et sur la question de vos priorités. Quand on va sur le site internet du Front National, on voit par exemple une proposition, dans le cadre de ces élections régionales, priorité aux nationaux dans les compétences régionales de la région. Comment ça peut se matérialiser, la préférence nationale au sein d'une politique régionale? On rappelle que la région s'occupe d'éducation, des lycées, de recherche, de formation, d'innovation. Est-ce que ça veut dire qu'on demandera à un chef d'entreprise qui vient défendre un dossier pour obtenir une subvention européenne, qui sont vos sous-traitants? Est-ce que vous travaillez localement? C'est ça la préférence nationale? Je pense aussi, oui, mais dans un cas, disons, très concret, la région a compétence sur les lycées, tout simplement obliger, je dis bien obliger les lycées à se servir avec une production locale. C'est-à-dire on a la viande du Limousin, la viande d'Aquitaine, et les producteurs de fruits et légumes, les cantines scolaires seront nourries obligatoirement avec des produits de la région et au moins français. Ça, c'est une comparaison. Oui, c'est pas quelque chose de drôle, Madame Pache. C'est la préférence nationale déclinée au niveau régional. Et c'est l'inverse, évidemment, de ce que fait le gouvernement, qui privilégie toujours l'étranger par rapport au national. Pourquoi vous réagissez, Laurence Pache ? Je réagis parce que c'est faire croire que par un coup de baguette magique, on peut d'un seul coup arriver à nourrir l'ensemble de la population des lycéens par des produits locaux. C'est pas d'aujourd'hui cette idée. Je vous signale quand même, Monsieur Môme, qu'il y a 5 ans, lors des élections précédentes, tous les partis, absolument tous qui s'étaient présentés, revendiquaient le fait de mettre en place des approvisionnements locaux pour les cantines scolaires. Donc si la chose prend du temps, c'est bien qu'elle n'est pas si simple et que l'obligation seule ne suffit pas. Bien qu'il y a des intérêts supérieurs qui n'en veulent pas parce qu'ils en profitent de point de vue économique. La question, c'est aussi de comment on organise. Et pour ça, Monsieur Môme, il faut des personnels. Or, vous qui avez plein de slogans à la bouche, vous savez très bien, j'espère que vous l'avez lu sur votre site maintenant, que votre programme prévoit une baisse de 2% des dotations aux collectivités, dont la région. Donc, sans personnel, ça va être difficile quand même. Puisqu'on parle des personnels des lycées, 70% des personnels de la région sont les personnels affectés au lycée, justement. Éric Correa. Juste brièvement sur les circuits courts et les circuits de proximité. Un exemple, la Creuse est effectivement le 4e département de production de viande. Si demain on devait manger que du local, ça veut dire qu'on est d'accord pour que des entreprises ou des ferment chez nous, ça sera terminé, parce qu'on produit bien plus qu'effectivement la capacité de manger en local. Après, effectivement, je rejoins Madame Pache. Nous avons fait, nous, l'étude sur le pays de Guéret. Il faut savoir que sur le pays de Guéret, dans la restauration collective, c'est 1,8 million de repas. Ça représente un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Cette étude a été faite il y a 3 ou 4 ans, on a bien séparé toutes les denrées alimentaires. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, moins de 2% de ces denrées sont achetées en Creuse. Sur 4 millions d'euros, 80 000 euros restent sur le territoire. Donc on a un fort travail à faire. Mais effectivement, il faut les marchés publics et nous le faisons collectivement avec le Conseil général. Le Conseil départemental va suivre et la région, bien évidemment. Donc si c'était aussi simple qu'une baguette magique comme ça, je rappelle quand même qu'aujourd'hui en région PACA, en région Nord, les chefs d'entreprise s'organisent parce qu'ils ont très peur de la montée du Front National. Le programme économique de la montée du Front National, c'est la catastrophe pour la France, pas seulement pour notre région. C'est la catastrophe pour les grands capitalistes, mais pas pour les producteurs locaux. Mais si, justement. Ça se saurait. Et les circuits courts, même Madame Royal, qui quelquefois avait des bonnes idées, était pour les circuits courts. Vos amis au Front National qui payent l'ISF. Les circuits courts, en plus, c'est écologique. On ne va pas envoyer des bêtes, les faire abattre en Pologne pour les ramener en Angleterre, etc. Oui, on a de la viande polonaise qui arrive sur le marché français, on a de tous les pays, alors qu'on produit local. On va laisser là la belle viande française. On va laisser là, s'il vous plaît, la question des circuits courts. Il y a une question plus politique qui m'intéresse. Avant de passer aux autres thèmes qui composent cette émission, vous sembliez d'accord, Éric Correa, Laurence Pache, sur cette question. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à une alliance dans la perspective du second tour, en sachant que Madame Pache, vous avez fait partie de l'exécutif régional et que parfois les forces de gauche ont eu des mots très durs avec l'exécutif, avec la présidence socialiste?
je précise, je n'ai pas fait partie, je pense que vos non, mots, de l'Assemblée, pardon. De l'Assemblée régionale, je n'ai pas fait partie de l'exécutif régional, puisque, effectivement, nous n'avions pas d'accord pour le faire et que nous avons été élus la dernière fois au second tour avec pratiquement 20% des voix en Limousin. Alors, est-ce que demain, pour assurer le maintien de cette grande région à gauche, vous êtes prêt à une alliance avec le Parti socialiste ? La question ne se pose pas en ces termes. D'abord, la première chose qui m'importe, c'est de savoir ce qu'on va faire au premier tour. Moi, je n'exclus pas, nous voulons mener avec Olivier d'Artigol une campagne offensive. Nous revendiquons l'idée qu'il faut porter un projet alternatif à la fois pour la région, mais aussi de manière large pour le pays, et que ce projet implique un certain nombre de ruptures avec des logiques libérales actuellement mises en œuvre de façon cohérente à l'échelle de la nation et à l'échelle des régions, puisque pratiquement toutes sont gérées actuellement par les socialistes. Donc la vraie question qui nous importe, c'est d'abord et avant tout la rupture. Après, si on envisage éventuellement des fusions de second tour, que ce soit nous ou les socialistes en premier ou avec d'autres. On va poser la question aux socialistes. La question qui se posera pour nous et qui est absolument non négociable, c'est celle de l'indépendance de nos élus. Parce que pendant 5 ans, au Conseil régional, on a mené un travail, on a été constructif dans ce qui allait dans le bon sens. La question des circuits courts, par exemple, est quelque chose sur lequel nous nous sommes réunis. Et on a été dans l'opposition pour ce qui n'allait pas dans le bon sens. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Oui. Mais à chaque fois, ce qui était la pierre de touche de notre action, c'était qu'on ne nous impose rien et qu'on est conforme au mandat que nous ont confié les électeurs. Éric Correa, face à la vague bleue qui s'annonce pour ces élections régionales, est-ce que pour sauver cette grande région à gauche, on sait qu'Alain Rousset peut l'emporter si la gauche est unie, est-ce que vous laisserez la place, les marges de manœuvre, la liberté que réclame la gauche de la gauche, l'autre gauche, on l'appelle comme on veut? Vous savez, moi je suis un pragmatique, donc je vais vous faire une réponse. Avant le deuxième tour, il y a un premier tour. Donc il faut laisser passer effectivement le premier tour. Et après aussi rappeler que les négociations, elles auront lieu au niveau de la capitale régionale et pour l'ensemble des 12 départements. C'est comme ça maintenant. Donc vous devrez vous plier donc après, à la décision. Je ferai partie de la discussion. Je rappelle que dans nos exécutifs locaux, nous travaillons déjà avec le parti de gauche notamment et qu'on arrive à construire ensemble. Très bien. En gardant l'indépendance. En gardant toute l'indépendance. Cyril Victor sur cette question. Vous, l'union à droite, on le rappelle. Tout d'abord, oui, mais c'est à droite et au centre, elle a été faite dans la perspective du premier tour. Je rappelle qu'en Creuse, le candidat du centre s'est désolidarisé de la liste. On laisse parler Cyril Victor, s'il vous plaît. Monsieur Correa est plus au courant que moi, me semble-t-il. Non. Simplement, non, mais il ne faut pas dire de bêtises non plus, puisqu'en fait, tout ça c'est sur France 3. Il serait souhaitable que je puisse. Allez-y. Simplement, en fait, il y a eu donc un accord au niveau des 12 départements. Ce que je veux dire en premier lieu, c'est que la liste qui est présentée au niveau de la grande région, c'est une liste renouvelée. On n'a pas parlé de parité. Vous voyez, Mme Pache est seule ce soir sur ce plateau. Mais sur la liste telle qu'elle est présentée, Virginie Calmels a souhaité faire la parité de A à Z. C'est-à-dire que... La parité et le renouvellement. Le renouvellement et la parité, mais la parité aussi sur les têtes de liste, puisqu'il y a 6 hommes et 6 femmes qui sont têtes de liste sur l'ensemble des 12 départements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'entends finalement Éric Correa dire à l'instant, au lendemain du premier tour, on va négocier. On est déjà dans une position où le Parti socialiste entend négocier. Je pense qu'il faut respecter les électeurs sur la présentation. Il n'y aura pas d'arrangements, de petits arrangements. Mme Pache a dit tout à l'heure qu'elle comptait présenter un programme alternatif. Il ne peut pas y avoir, vis-à-vis de l'électeur, 2 discours. Un discours où on dit il y aura un programme alternatif et après un arrangement entre les 2 tours. Notre liste sera la même entre le premier et le deuxième tour. Il n'y aura pas ces arrangements. C'est aussi une façon de détourner, on parlait de l'abstention tout à l'heure, détourner les électeurs de l'intérêt sur la chose publique et sur les élections. Je crois que c'est important d'avoir une ligne de conduite, un projet qui est le même entre le premier et le deuxième tour. Martial Mauve, vous comptez vous aussi capitaliser sur cette critique faite au Parti socialiste et aux forces de gauche. Je partage assez l'avis de Cyril Victor sur ce point. Ils vont y aller seuls, nous on va y aller seuls aussi. Le premier tour, on sera au deuxième tour évidemment, eux aussi, chacun de notre côté. Moi je trouve assez malhonnête de la part du Parti de gauche de se présenter au premier tour en disant au deuxième tour, à quoi ça sert à ce moment-là de voter pour vous? Ils n'ont qu'à voter directement socialiste. Parce qu'une opposition constructive, on n'a pas besoin de faire d'alliance pour être dans une opposition constructive. Moi je suis dans une opposition constructive au sein de la communauté d'agglomération. Quand les choses vont dans le bon sens, je vote pour. Mais j'en profite pour dénoncer ce mode de scrutin qui est une... Je vous rappelle quand même qu'en 2010, j'ai été élu au second tour avec 20% des voix. Oui, on n'est plus dans la même situation. Je vous le dis. Parce vous pouvez toujours espérer d'avoir 20% des voix, mais... Vous semblez laisser entendre qu'il y a des arrangements systématiques, c'est faux. Justement, sur vos objectifs, vous laisse dans votre optimisme. Sur vos objectifs, Martial Mauve, vous avez déclaré un élu, 25% des voix.
Il est atteignable aujourd'hui cet objectif en Creuse pour le parti de Marine Le Pen? Le pourcentage est atteignable, mais le mode de scrutin, je reviens au mode de scrutin, est encore injuste, puisqu'il tient compte d'une représentation proportionnelle au niveau de la grande région et non au niveau du département. Et une vraie proportionnelle, il n'y a qu'un tour. Donc s'il n'y a qu'un tour, il n'y a pas de magouille. 2 tours, c'est des magouilles. C'est encore un mode de scrutin qui est plus juste que la majoritaire, mais qui n'est encore pas équitable. Justement, on va voir cette élection en chiffres avant de passer à la question des infrastructures et des transports. Élection régionale du 6 et 13 décembre prochain, je vous le rappelle. C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec notre partenaire média France Bleu. 183 élus le seront au scrutin proportionnel de liste par département. On va voir les chiffres. Voilà, 183 élus dans la nouvelle Assemblée. La répartition pour le Limousin, eh bien, ce sont 24 élus pour notre ancienne région, donc le Limousin, 12 pour la Haute-Vienne, 8 en Corrèze, 4 en Creuse. Par comparaison, l'Aquitaine aura 102 élus et le Poitou-Charentes, 57 élus. La question des infrastructures. Guéret-Bordeaux, c'est 3h30 par la route. Par le train, c'est 4h minimum. Départ 7h30 le matin, arrivée 11h30. Bon courage pour les rendez-vous matinaux. 2 correspondances, Limoges et Périgueux. Le prix, c'est 90 € aller-retour. Et donc la question que je vous pose, c'est est-ce que en matière ferroviaire, la grande région, elle va changer quelque chose ou pas pour nous? Cyril Victor, à votre avis? Écoutez, sur les infrastructures, il y a plusieurs points, vous l'avez dit tout à l'heure. On commence par le ferroviaire. Par le ferroviaire. Je crois que très sincèrement, aujourd'hui, il y a un sujet qui nous interpelle. J'ai été constant dans toutes mes prises de position, que ce soit à l'Association des maires, etc. Il y a eu ce débat en Creuse où il fallait pas trancher entre le POLT et entre la LGV. J'ai toujours clairement dit que la LGV isolait la Creuse. Et à cet égard, je crois que sur la ligne POLT, il y a des annonces qui ont été faites dernièrement avec des crédits annoncés. Manifestement, les élections s'approchent, donc les crédits sont annoncés. Je crois que sur la ligne POLT, effectivement, il y a 2 volets. Et il faut effectivement, donc, sur le tracé lui-même, il y a des aménagements qui permettent un gain de temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le renouvellement du matériel qui permet aussi un gain de temps. Et je ne veux pas dissocier du POLT l'importance du tracé qu'aura le tracé POCL. Puisqu'en fait, pour le département de la Creuse, on a toute cette façade est qui, potentiellement, pourrait être irriguée sur le tracé sud-ouest et qui, pour ma part, est quelque chose de positif pour le territoire. Donc le positionnement des Républicains sur le dossier ferroviaire, c'est on mise sur le POLT, on renouvelle et on met un peu dans le bas de la pile le dossier de la LGV, clairement. Le positionnement de Cyril Victor, tête de liste pour... La précision est importante. Mais Virginie Calmels a émis des doutes sur la faisabilité d'une éventuelle LGV dans un environnement de Bordeaux proche. A des positions différentes. On peut se renvoyer facilement la balle à cet égard. Je pense que c'est pas ça qui grandit le débat. Correa, mais tout simplement, Virginie Calmels, c'est quelqu'un de pragmatique. Et on sait aujourd'hui où sont les crédits. Où sont les crédits pour réaliser cette LGV? Je crois qu'il faut voir au plus près et il faut voir rapidement, avoir ce plan sur l'infrastructure ferroviaire avec ce POLT et cette possibilité de tracé sud-ouest qui est, à mon sens, quelque chose de positif. Il faut absolument, derrière, voir ce raccordement au titre du schéma national des infrastructures. Éric Correa, 2 questions. Le choix LGV-POLT, la grande région, elle devra le faire, ou alors ce sera les deux, on ne sait pas quand. Et c'était esquissé par Cyril Victor. Le feu vert pour les LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, c'est un coup de pouce bienvenu pour la campagne d'Alain Rousset? Justement, je ne suis pas sûr que ça soit un coup de pouce bienvenu pour la campagne d'Alain Rousset. En tous les cas, notre discours en Creuse est clair et Alain Rousset le soutient. Ce n'est pas de financement de LGV qui viendrait se faire au détriment des lignes existantes. Pour nous, c'est le POLT, Paris-Orléans, la souterraine, Limoges, Toulouse. Avec plus d'arrêts à la souterraine. Avec plus d'arrêts, avec aussi le renouvellement des wagons, parce que quand même aujourd'hui, si vous prenez le POLT, parfois certains wagons, les toilettes sont fermées par exemple. C'est catastrophique et déplorable. Donc cette ligne-là, c'est indispensable, il faut la rénover, la restructurer. Je rappellerai quand même la catastrophe de Bretigny, elle est arrivée sur cette ligne. Donc il faut continuer à sécuriser cette ligne, c'est indispensable. Moi, je rajouterai la priorité aussi du Bordeaux-Lyon, via Guéret, qui est indispensable. Alors je ne sais pas si ça sera un train d'équilibre du territoire ou un
TER. En tous les cas, Guéret, la capitale du département, doit être reliée à ces deux capitales, et régionale et nationale, de façon sûre, sécurisée, confortable et avec un certain nombre d'arrêts. Vous l'avez dit vous-même, c'est aujourd'hui déplorable de ne pas pouvoir prendre le train pratiquement pour faire Guéret-Bordeaux. Ça ne doit pas continuer comme ça. Et j'oublie pas la liaison non plus avec Lyon, parce que la Creuse sera la porte d'entrée de cette nouvelle région. Il faut donc effectivement, en termes d'infrastructures, s'y préparer. Martial Môme, sur la question du transport ferroviaire, vous attendez quelle position de la région ? Le maintien du POLT, oui aussi. Je suis assez d'accord avec mes collègues. Et les évidemment, dossiers LGV, on abandonne. Je pense qu'il faut l'abandonner, oui. Je pense qu'il faut l'abandonner. Et il y avait eu des menaces, je pense, sur le Bordeaux-Lyon. Des fermetures de gares. Oui. Alors évidemment, il faut éviter, il faut maintenir ce qui est en état. Et puis au niveau des prix, vous avez parlé... Pas suffisant maintenir ce qui est en état. C'est pas suffisant. Maintenir et je dirais aussi... Il faut s'intéresser au dossier. À la politique tarifaire. Si les gens n'ont pas ça coûte plus cher de prendre le train que de prendre sa voiture, à quoi ça sert ? Il faut se poser la question aussi. Donc vous appelez à ce que la région influence la SNCF, c'est un service public qui ou coûte Réseau cher, Ferré. qui coûte cher, et ceux qui prennent le TGV, je suis désolé, c'est pas l'ouvrier moyen, c'est pas les gens qui ont des petits salaires. Après, il faut développer les contournements où c'est nécessaire pour les industries et les infrastructures routières. Bon, en Creuse, la 145 a mis longtemps à se faire, mais c'est sûr que c'est une chose très bonne qui a été faite. Laurence Pache. Oui. Alors là, ça va être une grosse question entre le Parti socialiste et vous. Cette question du ferroviaire, il va falloir choisir. Je suppose que vous êtes fidèle à votre ligne, c'est-à-dire le POLT, la priorité, c'est le POLT. Qu'est-ce qu'on fait de la LGV ? Oui, alors juste quand même, Monsieur Correia, je veux bien tout entendre. Simplement, le problème, c'est que quand vous dites que vous portez une position qui est valable pour la Creuse, alors que ce qui est soutenu actuellement par vos collègues, par vos amis au Conseil régional est absolument l'inverse. Je tiens quand même à rappeler... Le Parti socialiste n'a pas l'air prêt d'abandonner le tout LGV. Oui, mais ça, c'est pas possible. N'allez pas dans le discours qui vous arrange. Non, mais à un moment donné, l'élection, elle se fait sur une région, et que vous le vouliez ou non... à un moment donné, c'est la logique de la région qui importe. Nous, on porte une position identique en Creuse et au Conseil régional. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que quand même, depuis le début de cette histoire, on a quand même mis pas loin de 19 millions d'euros je ne parle même pas de la LGV, je parle là pas du barreau Poitiers-Limoges, mais je parle de la LGV SEA, infrastructure qui ne traverse quand même pas notre territoire, dont déjà 11 millions sont d'ores et déjà perdus par les Limousins, parce que effectivement les conditions d'écriture de la convention font que cet argent est perdu, même si la LGV ne se fait pas. Déjà, première chose. Deuxième chose, effectivement, vous l'avez rappelé, le dossier LGV Bordeaux-Toulouse qui impacte la question du POLT. Alors à un moment donné, on ne peut pas juste dire « Ah ben moi je porte cette position-là et c'est pas grave si mes amis avec qui je vais être dans l'exécutif font exactement l'inverse. » Donc moi je pense que ce qui est important, c'est déjà de miser sur les trains du quotidien. Première chose, effectivement, le POLT, on est tous ici d'accord pour le défendre. Simplement, ça implique aussi des investissements. Et pour ça, dans le cadre d'une politique d'austérité, ça me paraît quand même compliqué de le défendre. Or, cette politique d'austérité, c'est quand même celle qui est menée actuellement. Il y a une enveloppe qui est déjà prévue. Au niveau national, oui, bien sûr, mais vous savez bien qu'elle est insuffisante. Elle est insuffisante, oui. Bien sûr. Deuxième chose... Et battons-nous ensemble pour qu'elle grossisse. Oui, bien sûr, mais moi, je me bats tous les jours contre les politiques d'austérité. Deuxième chose, les 300 millions nécessaires pour rénover le réseau de TER Limousin. Là, je parle simplement du Limousin. Eh bien, il va bien falloir les trouver quelque part. Et à un moment donné, l'État devra mettre ce... Mais l'intérêt d'aller à une grande région est aussi de nous rendre plus forts. Oui, bien sûr. L'intérêt d'une grande région... Au 1er janvier, ça change, Madame Pache. Non, mais écoutez, quand même, faut pas raconter n'importe quoi aux citoyens quand même. Dans la mesure Vous pensez que les dotations seront les mêmes demain qu'aujourd'hui ? Non, elles ne seront pas. Dans la mesure où je pense que quand on est plus grand, on va faire une LGV entre Bordeaux et Toulouse, vous croyez quand même pas que, vu le fric que ça va coûter, dans des conditions où l'État se désengage, et s'est désengagé notamment du financement pour les études pour la LGV Poitiers-Limoges, eh bien, vous pensez quand même pas qu'il va être possible de financer tout et partout à la même hauteur. Il ne faut pas raconter, faut pas embobiner les citoyens. D'accord. Donc il y a des priorités qui seront à mettre en place. Et la priorité, c'est le POLT. Et la priorité des élus creusois, on l'a bien compris, via Guéret. On l'a bien compris, c'est le POLT sur les routes. Et le plan de renouvellement du matériel. Le plan de renouvellement du matériel. Un député européen a d'ailleurs qualifié un député européen du Limousin, Jean-Paul Denado, qualifié d'ailleurs de calèche parfois le train qui reliait Paris au Limousin. Sur l'enjeu des routes, Cyril Victor, c'est une priorité. La RN 145 a un axe très accidentogène. Qu'est-ce que vous proposez pour cet axe ? Écoutez, avant de m'exprimer sur le taux d'accident sur tel ou tel axe, je crois qu'effectivement, la priorité à court terme,
à court terme. L'urgence, c'est les routes. Aujourd'hui, on prend un exemple, puisque demain ce n'est plus le Limousin, c'est cette grande région avec ses trois anciennes entités. C'est l'exemple de l'Aquitaine où zéro, au titre du CPER, zéro est mis sur les routes. Et je crois que ça c'est inquiétant. Il faut absolument bien préciser et dire aux Creusois que les routes, c'est essentiel. On voit l'exemple de la RCEA, vous le citiez à l'instant. La RCEA, aujourd'hui, c'est... Et l'IRIG, le département, mais l'IRIG, simplement, on a un axe national qui traverse le département d'est en ouest et sur la partie nord. Et je crois qu'effectivement, il y a une grande discussion à avoir effectivement sur qu'est-ce qu'on veut demain, quelle route on veut demain. Il y a une route qui est l'ancienne N141, 941 aujourd'hui, qui est un axe départemental. Il va falloir effectivement déterminer, même sur le réseau départemental, qu'est-ce qui est d'intérêt régional. Et je crois que sur les crédits qui doivent être alloués, notamment sur cet axe, donc qui est l'axe, je le rappelle, Clermont-Lyon en passant par Bourganeuf et Aubusson, je crois qu'il y a des crédits à allouer davantage sur cet axe. C'est une priorité. De la même manière, puisque la Haute-Vienne se positionne, en tout cas, nous nous positionnons sur des crédits à mobiliser sur la 147, en direction de la capitale régionale, l'ancienne capitale régionale Poitiers. De la même manière, à la sortie de la croisière, il y a des crédits à engager sur cette partie, la E62, qui est le prolongement de la 145 en direction de Bellac. Je crois que c'est extrêmement important pour relier les capitales ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qui fera respirer. Et la dynamique, elle est derrière. L'économie, elle suit. Il faut qu'on avance dans cette émission. Oui. Le temps passe quand même, très vite. Juste, la D941, qui est effectivement l'ancienne 141, qu'on appelle aujourd'hui la route du bois, qui est l'axe Limoges-Clermont-Ferrand, est indispensable. Nous l'inscrivons dans un programme routier d'intérêt régional. Et ça, vous serez entendu à Bordeaux pour parler de cet axe routier. Évidemment. On a aussi, nous, à faire bouger des lignes du côté de l'Aquitaine. L'Aquitaine n'intervenait pas dans certains domaines jusqu'à maintenant. Il y a des choses qui vont changer. Et donc, sur les routes, ils devront, effectivement, c'est notre demande, notre sens, et on se battra pour ça. La 941 doit devenir une route d'intérêt régional. Puisqu'on parle des routes, je voulais parler des transports scolaires rapidement. Ils seront gérés par la grande région. Martial Môme, vous pensez que ça sera plus efficace une fois que ce sera géré à Bordeaux que maintenant, que c'est géré à Guéret, c'est le département qui gère les transports scolaires. Vous êtes pourquoi? Pour le fait qu'on laisse cette compétence au département, c'est possible, la grande région demain peut dire au département de la Creuse, continuez à gérer vos transports scolaires. Et certains partis veulent la gratuité des transports scolaires. Est-ce que vous êtes pour, au Front National, la gratuité des transports scolaires et comment on finance? Sur le principe, oui. Les transports scolaires devraient être gratuits. Après, au niveau de la compétence, ça me paraît évident qu'un département peut mieux gérer ses transports scolaires qu'une région, surtout si elle est située à 300 ou 400 km. Après, il faut des dotations qui correspondent. Il faut des dotations de fonctionnement pour aider le département. Le département a de moins en moins de ressources, et si on lui coupe ses ressources, évidemment, il ne pourra pas financer le transport. Et on peut faire des économies sur d'autres compétences. Alors on les fait où les économies? Alors au niveau de la région, sur une compétence qu'on souhaite carrément supprimer, allez-y, la compétence internationale, puisqu'on prend l'argent des Français, quelle que soit la région, pour aller financer des rizières au Vietnam ou des usines de toutes sortes de fabrication dans n'importe quel pays du monde. Au Burkina Faso, l'Aquitaine avait financé un projet au Burkina Faso, par exemple. Laurence Page, vous faites partie de l'Assemblée régionale. Est-ce que l'Assemblée du Limousin finance des projets à l'étranger? Des projets de coopération, ça va de soi. Mais ça, comme dans toutes les institutions, toutes les régions de France financent des projets de coopération. Un exemple de projet de coopération? Ça fait partie, notamment le partenariat qu'on a avec la région de Lubritanga au Burkina Faso, qui est sur du développement économique, mais également sur le partage d'expériences, le développement des institutions locales. Moi, je crois que faut pas... Vous défendez, vous, ces partenariats? Oui, complètement. Effectivement. Au détriment c'est pas au détriment, monsieur Môme. Il ne faut pas opposer comme ça et instiller dans l'esprit de nos concitoyens que ce qu'on ferait en termes de coopération avec les autres pays serait néfaste parce que ça nous prendrait à nous. Martial Môme, pourquoi cet argent de coopération, pourquoi cet argent serait gaspillé? Pourquoi c'est du gaspillage? Je ne dis pas que c'est du gaspillage, je dis qu'il ne profite pas aux Français. Et au Limousin, en Creuse, aux Creusois, c'est tout. La priorité doit être aux gens qui habitent le territoire et qui payent les impôts et qui payent trop d'impôts. Ces projets enrichissent culturellement et même économiquement les territoires. Ces projets permettent... Moi, j'ai des étudiants, par exemple, qui sont partis en stage au Burkina Faso et qui ont augmenté leur niveau de connaissance et de compétences sur leur sujet. Est-ce que ça leur donne du boulot à la sortie? Oui, ça leur donne du boulot à la sortie. Mais dans un CV, ça compte. On est dans une méconnaissance totale des institutions de la part de M. Môme. Ça fait partie de l'honneur de la France que de défendre ces projets de développement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que
un moment donné, Monsieur Mom, il faut être cohérent. Vous ne voulez pas que les gens viennent chez nous, mais par contre, il s'agit de, continuer à les exploiter en laissant faire les règles du commerce et de la concurrence libre et non faussée, et deux, ne pas les aider à s'en sortir. On est les opposants. Il faut savoir... On est plus opposants que vous. Non, ça c'est faux. Ça, vous votez au Parlement européen, vous ne votez pas contre les projets d'accord multilatéral sur l'investissement. Non, si vous voulez. On vote contre toutes les... On va se recentrer, si vous voulez bien, sur l'Assemblée régionale, la future Assemblée régionale. Un mot sur les transports scolaires et Correa. Vous avez déjà annoncé que si les départements voulaient continuer à s'occuper des transports scolaires, ils le feraient par convention. Peut-être qu'Alain Rousset sent que ce dossier pourrait mais parce qu'effectivement, c'est occasionner des problèmes et il ne veut pas voir les parents d'élèves en 2016 dire que les transports scolaires ne sont pas très bien gérés. Aujourd'hui, les départements les gèrent déjà. Il y a la proximité. Si demain, il paraît logique, pour une efficacité, qu'ils soient gérés directement par les Victor, les transports scolaires, on les continue à les gérer en cause. Il y a 3 points, effectivement. Je vais rejoindre le point sur la proximité. Je crois qu'il est extrêmement important de pouvoir contractualiser, conventionner avec les départements pour garder cette proximité. Écoutez, gérer les transports scolaires à Saint-Oradoux, Précreux, Bordeaux, c'est impensable. Il y a un deuxième point qui est important aussi, ce sont effectivement les départements derrière sont dans une situation, alors on peut revenir là-dessus, sur une situation compliquée vis-à-vis donc des dotations. Aujourd'hui, on voit qu'on se dirige vers un guichet social et ils sont dans une situation très très compliquée pour grand nombre d'entre eux. On annonce un certain nombre qui devraient être en difficulté financière très, très rapidement. Ce qui est important sur la contractualisation ensuite avec les départements, à compensation. Aujourd'hui, ça coûte 7 millions d'euros pour le département, les transports scolaires. Ils financent 85%. Ce qui est important aussi, c'est de garder en local ces appels d'offres qui font travailler des entreprises locales, des entreprises de transport, et ça maintient l'emploi aussi de ces agents qui sont chargés d'organiser. Je crois que c'est important. J'allais y venir. Est-ce que demain, la grande région, puisqu'on a glissé sur le terrain de l'économie et des emplois, est-ce que demain, la grande région, c'est un handicap pour les entreprises locales, par exemple, qui devront répondre à des appels d'offres? Est-ce qu'elles verront de plus grosses structures basées en Aquitaine, plus près du pouvoir, plus près de là où se prendront les décisions, leur prendre les marchés qu'aujourd'hui elles avaient peut-être grâce à la région Limousin? Vous parlez de quel marché ? Des marchés publics, je pense à des entreprises du domaine de la sylviculture, par exemple, qui construisent des charpentes. Est-ce que demain, ce sera des charpentiers landais qui iront taper à la porte à Bordeaux? Mais c'est une crainte réelle des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, quand la région rénove des lycées, il y en a en Creuse aujourd'hui qui sont rénovés, la plupart du temps, ce sont des entreprises locales. Les marchés publics ne changent pas. Sur les marchés publics, les règles ne changent pas, M. Roussel. Donc je ne vois pas quelle inquiétude il pourrait y avoir en plus. Martial Maume, vous partagez cet optimisme? Optimisme, non. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement... Martial Maume est pessimiste, de toute façon. Non, je suis optimiste à condition qu'on arrive au pouvoir. C'est la seule solution pour être vraiment optimiste. Comment on fait pour aider les entreprises creusoises demain? Pardon? Comment on fera pour aider les entreprises creusoises demain? Alors, il faut dans déjà... le cadre de la grande région. Au niveau de la grande région, il faudra déterminer exactement quelles seront les compétences et est-ce que le département va bien garder son rôle. C'est fait, les compétences. Il y a 90 entreprises qui exportent en Creuse, c'est les chiffres de la CCI, justement. On parlait des coopérations internationales. Si tout ça s'arrête, ces entreprises qui exportent, elles auront besoin du soutien de la grande région aussi. Il n'est pas question d'arrêter tout cela, il est question d'être équitable. Et toute entreprise qui fera... Équitable sur quoi? Je ne comprends pas bien. Sur les échanges internationaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter tout ce qui vient des autres pays et ne rien livrer. Sur la question de la péréquation qu'évoquait Cyril Victor au début de l'émission, de nombreuses personnes plaident justement pour une péréquation, à savoir qu'on aille un peu chercher l'argent des grosses entreprises girondines pour redistribuer. La péréquation, c'est ce qu'il faut pour aider le tissu économique creusois qui est fragile. Excusez-moi, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de levier fiscal. Les régions n'ont plus de levier fiscal depuis la réforme menée par le gouvernement que vous souteniez à l'époque. À part une partie de l'ancienne taxe professionnelle. Justement, un projet en soi. Oui, non, mais augmenter la fiscalité, c'est pas un projet en soi. Non, mais je suis d'accord. L'argent n'a pas de compétence, M. Victor. Il faudrait que la péréquation. Il faudrait une fiscalité régionale. Alors. Sans doute. Sans doute. Éric Correa, oui. Martial Maume, un impôt régional? Mais non, il y en a beaucoup trop des impôts. Cyril Victor? Sur la fiscalité. Il faudrait mieux pas de région du tout.
Cyril Victor, un impôt régional ? Non, aujourd'hui, il y a des disparités d'ailleurs entre les différentes régions sur les cartes grises, etc. Tout le monde ne l'applique pas. Il va y avoir effectivement une grande réflexion à porter sur quelle fiscalité demain. Et je pense qu'il faut absolument tout faire pour... Alors, on parle de gouvernance finalement, là, de dépenser mieux, j'allais dire, de remettre à plat l'ensemble de la fiscalité, essayer de niveler par le bas. Alors, il y a des leviers. Hein. Vous parlez de péréquation. Pardon. Vous parlez de péréquation. Je trouve qu'aujourd'hui, ce mot-là est presque plus à la mode. Je parle plus de solidarité, parce que vous pensez bien que la péréquation, qu'elle soit verticale ou horizontale, on prend à un moment donné à des entreprises ou à des collectivités un peu plus riches que les autres pour redistribuer. Mais c'est forcément limité. Moi, je pense qu'il faut des véritables solidarités territoriales. Et pour avoir des véritables solidarités territoriales, il faut des projets. J'ai visité des entreprises déjà avec Alain Rousset en Creuse qui ont proposer des projets d'innovants, notamment l'entreprise Sauton à Guéret, qui effectivement veut travailler sur des meubles connectés. Comment on travaille là-dessus ? Effectivement, Alain Rousset, sa démarche, c'est OK, il y a des équipes d'ingénierie qui sont prêtes, qui peuvent venir. Parce que ce qui concerne la domotique, la cyber économie, la communication, les objets intelligents communicants, pour on a quelque chose à vendre à la grande région. Sur l'innovation, effectivement, mais la région Aquitaine a un modèle à nous apporter également sur l'aide aux entreprises. Je rappelle quand même que sur les 10 dernières années, 80% des emplois créés l'ont été dans les PME, PMI. C'est là qu'il faut amener le soutien public et non pas dans les grands groupes. Alors, je suis... Veuillez m'excuser. Je suis quand même... J'écoute Éric Correa. Sur l'aide aux entreprises en Aquitaine, c'est quand même assez étonnant d'entendre qu'effectivement, il faut la diriger. Alors, peut-être qu'ils évoluent. Mais il faudra peut-être la diriger aussi vers l'élevage. Sur les aides qui étaient attribuées en Aquitaine en direction des entreprises, 70% allaient aux entreprises de l'industrie. 16% allaient sur les PME, TPE, artisanat, commerce. Et je crois que l'emploi, il est là. C'est 3/4 de l'emploi. On se rejoint là-dessus, mais l'emploi est là. Et donc, je pense que sur des mesures, puisqu'il faut en proposer, il faut sortir d'abord du maquis des aides économiques. On s'y perd. C'est incompréhensible, et je crois que les entrepreneurs, on les éloigne de ces aides. Les petits entrepreneurs, et il n'y a pas de petits pour moi, hein, quand je le dis, ce n'est pas péjoratif, je crois que c'est un point extrêmement important, et rééquilibrer effectivement massivement les aides vers les PME, TPE, l'artisanat et le commerce. Laurence Page, vous êtes d'accord sur le rééquilibrage des aides, la meilleure attribution ? Déjà, je voulais quand même dire, on était parti de la fiscalité, à savoir des recettes, et on est arrivé aux dépenses sans traiter véritablement le problème des recettes. Ouais. Quand même, je voudrais quand même ici dire que... quand même, vous pouvez pas nier que un des gros problèmes, et ça a été expliqué tout à l'heure, la baisse des dotations envers les départements, etc. Il faut quand même pas oublier que les plans d'austérité successifs ont affaibli toutes les institutions publiques, y compris les régions, hein, dont les dotations de fonctionnement sont en baisse, ce qui empêche effectivement, qui limite la force de frappe entre guillemets des collectivités actuellement. Ça, c'est la première chose. Sur la question des dépenses et notamment de l'aide économique envers les entreprises, il y a quand même des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Parce que cette politique qui consiste à laisser le robinet ouvert aux subventions, et moi je ne suis pas contre l'aide aux entreprises, moi je suis plutôt pour les avances remboursables, parce que je trouve qu'à un moment donné, l'argent public, il doit servir effectivement à mener des projets d'investissement, mais après il doit revenir pour pouvoir effectivement être réinvesti par la suite une nouvelle fois. Donc ça, c'est la première chose. Moi je suis plutôt pour les avances remboursables. Et deuxième chose, à un moment donné, il y a quand même des choix à faire. Et le projet de loi, je disais tout à l'heure en préambule que, la loi NOTRe est une loi qui a pour but de faciliter l'innovation économique en vue de l'exportation, etc. Et son cadre, si vous voulez, conceptuel, c'est de dire à un moment donné, il faut financer un maximum là où c'est rentable. Attendez, parce que c'est quand même très important. Ça veut dire qu'on assiste, et c'est déjà le cas, mais là, ça va être encore plus le cas avec la loi NOTRe, on assiste à une concentration de subventions sur des grands groupes. Je vais juste vous donner le chiffre. Depuis 2010, environ 10 millions d'aides ont été consenties à des grands groupes, dont certaines reversent des bénéfices à des dividendes. Est-ce que c'est pas scandaleux, ça, à un moment donné ? Moi, je considère qu'il faut conditionner les aides à des critères sociaux, à des critères écologiques, et surtout ne pas donner de subventions à des entreprises qui n'en ont pas l'utilité parce qu'elles distribuent des dividendes. La réponse d'Éric Correa, conditionnement des aides ?
Critères sociaux, critères écologiques. Moi, je suis d'accord pour dire que les aides publiques ne doivent pas aller aux grands groupes. Aujourd'hui, le CICE mais c'est le cas actuellement, a monsieur montré Correa. ce travers. Mais je suis dans les élections régionales, Madame Page. Ben vous oui, êtes mais... dans l'élection nationale. Non, ça va venir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Non, je parle des élections régionales. Je parle de ce qui se passe dans le conseil régional Limousin actuellement. Excusez-moi. Borg-Warner, par exemple, en juin 2014, une entreprise de 19 000 salariés dans le monde entier qui a versé 100 millions de dividendes l'année précédente et on lui donne 1 million d'euros de subvention. Ça changera demain ? Est-ce que c'est pas scandaleux, ça ? Je parle de la. Est-ce que ça changera demain, Éric Correa ? Par Est-ce que vous êtes pour que ça change mené demain ? par Tout dépend du projet au cas par cas. Moi, je suis pour que les aides aillent majoritairement sur les PME, PMI, sur ceux qui créent de l'emploi dans nos territoires, parce que c'est ceux-là qui doivent compter. Quand même, aujourd'hui aussi, l'artisanat est très important. Vous savez qu'en France, il y a 138 artisans pour 10 000 habitants. Eh bien, en Creuse, il y a 180 artisans pour 10 000 habitants, avec aussi un problème de succession. Donc il faut aussi s'intéresser à la manière dont nos entreprises peuvent perdurer sur les territoires, parce que parfois elles s'arrêtent uniquement parce qu'on n'a pas su anticiper, et il faut le faire avec la Chambre des métiers, en partenariat, comment on assure la pérennité de ces entreprises-là. Donc notre tissu local, il faut en prendre compte. Et après, sur les aides publiques, un certain conditionnement, et au cas par cas aussi, ça aussi. Martial Môme. Sur le constat, on est tous d'accord. Il faut aider les PME, les PMI, les artisans, les commerçants. Mais avant de les aider, il faudrait arrêter de les pressurer. Il faudrait abolir ce système de RSI qui les étouffe, qui les étrangle. Il y a des entreprises qui ne sont pas... C'est pas la... Ah non, mais la région. C'est au niveau national. Bien sûr, c'est une élection régionale, mais on peut parler aussi de tout ce qui ne va pas au niveau national. Et je suis désolé, M. Correa est le porte-parole de François Hollande ici, en quelque sorte. Et justement, toute la question sera de savoir si les questions nationales auront un impact sur cette les territoires ruraux devraient aider, les éleveurs, les agriculteurs. Mais justement, François Hollande a fait un plan il n'y a pas longtemps pour la ruralité. Il y a des choses très intéressantes. On verra au mois de décembre si le message est passé. Juste une question un peu anecdotique, mais qui quand même intéresse certainement de téléspectateurs. Vous avez une préférence pour le nom de cette future grande région ? On ne sait toujours pas comment elle va s'appeler. C'est aussi un problème pour mobiliser les électeurs. Quelqu'un a une idée ? En termes de nom, Éric Correa, vous voulez l'appeler comment, cette grande région ? On l'appelle Grande Aquitaine, Grand Sud-Ouest Écoutez, on verra, parce qu'à un moment donné, je crois que ça sera les nouveaux élus, etc. Mais parce que je fais des réunions tous les soirs, effectivement, où on co-construit le programme de la Creuse, et un des militants nous a amené une ancienne carte de la Gaule romaine. Et la Gaule romaine, en fait, on s'aperçoit que cette région existait déjà. Elle remontait même un petit peu plus au nord de Poitiers. Alors, quel nom ? Elle s'appelait les Gaulois et les Romains. Aquitanica. Aquitanica, voilà. Donc je vous invite à regarder une carte de la Gaule romaine. Avant de vous répondre là-dessus, mais après, rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Je rappeler quand même qu'Alain Rousset est député, il est quand même aussi, il est responsable et caution de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Cela étant dit, pour ce qui nous concerne, nous avons donc sur le site... L'Aquitaine est la seule région qui n'a pas perdu l'emploi industriel. C'est absolument faux, puisque la Direct, sur une étude de la Direct... La première adjointe de Bordeaux est plutôt spécialiste des plans sociaux, on le sait. C'est très facile. C'est faux. Mais la Direct sur une étude de 2014, l'Aquitaine a perdu 1100 emplois entre 2009 et 2012, 1100 emplois industriels, et l'emploi industriel, c'est 9% de l'activité économique. Écoutez, je vous renvoie aux études faites par la Direct, et elles sont justes. Pour le nom, la consultation. On a appelé les citoyens, les gens qui viennent consulter. Vous pouvez peut-être donner l'adresse du site internet Virginie Calmels 2015. Où on peut donc voter pour le nom de la future grande région. On vient chercher, et il y a plusieurs propositions. Bordeaux, c'est les citoyens qui décident. C'est pas... D'ailleurs, Calmels veut l'appeler Bordeaux. Il semblait, C'est la critique qui est parfois faite à Alain Rousset également. Oui, surtout. Laurence Page, dans la grande région, vous avez. Cette question du nom, elle est un tout petit peu anecdotique, mais ça compte. Au regard, non, mais elle est anecdotique au regard des enjeux, et en même temps, elle est révélatrice du déficit de connaissances déjà des citoyens de cette région, et aussi de ce qui se passe en réalité. C'est assez drôle que vous fassiez référence à l'ancienne région gauloise. Ça par hasard. Moi, je pensais plutôt à des anciens potentats d'Ancien Régime, vous voyez, si vous voulez, le duché de Bordeaux. Voilà, on pourrait appeler le ça. suzerain, comme vous dites, ou comme Colistier dit, le suzerain et ses vassaux. On arrive à la fin de ce débat. C'est le moment d'accueillir Valérie Monnier, notre partenaire de France Bleu Creuse. Merci Valérie de nous rejoindre. Alors qu'est-ce que vous avez retenu, Valérie, de ce débat, et est-ce qu'ils vous ont donné envie d'aller voter ? Bien sûr, forcément envie d'aller voter. Après, c'est un débat qui a été assez animé et qui est révélateur, je trouve, de la place de la Creuse dans cette future grande région. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur
qu'est-ce que la Creuse va pouvoir apporter, qu'est-ce que la Creuse va perdre ou gagner dans cette grande région. On a parlé effectivement de la ligne POLT, qui donc est classée normalement dans le rapport Duron comme train d'équilibre du territoire, mais il n'empêche, il faut continuer à la protéger, à la sauvegarder. Donc, mais ce n'est pas la seule, il y a aussi effectivement le Bordeaux-Lyon. Les transports scolaires, puisqu'on parle de transport, ont été abordés également, compétences du départ, compétences de la région. Mais effectivement, là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord, en tout cas, pour dire qu'il faut que ce soit le département de la Creuse qui gère. Monsieur Victor, vous avez fait référence à Saint-Oradou-Près-Cros. Effectivement, gérer des transports scolaires depuis le sud de la Creuse, depuis Bordeaux, c'est vrai que ça paraît compliqué. Pour terminer, effectivement, on parlait de ce nom de la future grande région. Là aussi, la question se pose, comment la Creuse va-t-elle exister? Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, dans le futur nom, trouver une référence quand même à notre département? Eh bien, c'est ce qu'on peut peut-être souhaiter. Merci Valérie d'être venue nous livrer votre regard sur ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Avant de se quitter, je vous rappelle les dates de l'élection régionale. Le premier tour, le 6 décembre, le second tour, le 13 décembre. D'ici là, retrouvez toute l'actualité des élections régionales sur notre site internet limousin.france3.fr. À bientôt.